Nous voici à Guyancourt dans les bureaux de design de chez Renault et là c'était l'essence de la R5 1972. Mais regardez, je vous emmène par ici, là de ce côté-là. Lorsque Lucas Desméheux est arrivé dans le groupe Renault, il a vu ça. Dans les bureaux, il a dit « Bon, montrez-moi tout ce que vous prévoyez comme projet ». Et il y avait ça, le projet Eco, c'était la première maquette de la future R5 qui maintenant est devenue une réalité. Bon, on peut le voir, c'était déjà une esquisse, une ébauche quand même assez sympa. Puis, il y a eu la maquette qui vous a été présentée un petit peu au monde public depuis quelques années. Ça, c'était le concept R5. Elle est juste ultra stylée, elle a un look de folie. Ça fait quelques années qu'on la voit et aujourd'hui, on va parler de la vraie. Voici la version finale de la R5, la nouvelle Renault. Bon, ils ont dit révolution, Renaulution, tout ça, et puis c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Elle garde quand même tous les gènes de l'ancienne, on va parler design. Derrière là-bas, si vous voyez bien, il y a une version en argile, on va parler avec les designers, on va voir les études, on va parler avec beaucoup de monde qui vont nous expliquer comment ça s'est créé de la phase du début jusqu'à cette version finale et quelles ont été toutes ces étapes. Allez, c'est parti, je vous emmène voir ceux qui façonnent tout ça à la main. Alors de ce côté-là, ici, on peut le voir, c'est une version qui a été travaillée à la main par ces deux messieurs. Messieurs, présentez-vous. Jimmy. Davy. Et donc vous allez nous parler un petit peu de cette voiture, comment c'est fait, on va tout vous expliquer. Je repasse derrière la caméra et on leur pose plein de petites questions. Bon alors messieurs, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre travail s'il vous plaît? Comment ça commence? Donc là on est sur une maquette clé échelle 1. Donc la clé c'est de l'argile synthétique qui est utilisée dans l'automobile. Et donc là on a vraiment on a cette matière qui est en argile qu'on va pouvoir travailler, qui est sur une ossature. Et voilà, nous il y a déjà eu un premier usinage, un premier fraisage sur une base d'un modelage numérique. Et nous on va venir retravailler ensuite sur la demande du designer ou des contraintes techniques pour affiner les volumes ou reprendre des modifications. Ok, et la base, il se cache quoi derrière? C'est quoi l'épaisseur qui se trouve en clé? Donc il y a un châssis, il y a un châssis où on peut fixer des roues et tout avec des essieux. Ensuite il y a un noyau en mousse, on va dire, comme un noyau en polystyrène, qui a déjà été usiné lui-même. Et il y a environ 20 mm de clé par-dessus. Parce que sinon ça serait très lourd. Déjà ça coûte très cher, la clé coûte cher et puis ça serait très lourd. Et ensuite on peut rajouter, enlever comme on veut au fur et à mesure des modifications. Ok, et quelles sont les étapes à partir de la création de la voiture pour en arriver justement à cette version en maquette en clé? Il y a, suivant le process, il peut y avoir des maquettes à l'échelle réduite, mais au début on passe quand même par une convergence, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui est défini. S'ils veulent faire cette voiture, il y a un cahier des charges qui est défini. Ensuite une convergence, c'est-à-dire c'est un design basique qui va être fait sur le cahier des charges, qui répond au cahier des charges. Et de là va être usinée une première voiture. Bon, en l'occurrence pour celle-ci, c'est assez iconique, donc ça a été plus facilement trouvé. Mais ensuite on part sur une échelle 1, sur un usinage d'un premier modelage numérique. Et combien de temps il faut pour faire ce genre de maquette à l'échelle 1? Là, ça peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, c'est plutôt le temps de modelage. Après, le temps de réalisation, là c'est différent parce que celle-là, elle est semi-creuse. Généralement, elles sont tout en clé. Mais on va dire le temps principal, c'est le temps de modelage. Ensuite, c'est souvent fait en prestation. Le châssis est fait en prestation, le noyau aussi. Et puis en usinage, après, ça peut prendre 2-3 jours pour usiner toute la voiture. Et après, nous, on présente la voiture. Il y a des présentations qui sont faites, donc on va venir écrêter la voiture. Donc enlever la fraise, elle va faire des petits sillons partout d'usinage. On va venir l'écrêter, c'est-à-dire la nettoyer. Et on va appliquer un film dessus qu'on appelle un Dynox. C'est un film plastifié qu'on met dans l'eau et qui va refléter vraiment, qui va représenter la carrosserie. Donc on va mettre du gris, on va mettre les vitres d'une certaine couleur, on peut mettre du noir sur les add-ons. Donc on va avoir vraiment le reflet de la voiture finale. Bon, les phares, on sait des fois mettre des phares ou des feux qui sont faits aussi en maquettage. Mais au moins on a un premier aspect de la voiture, de la vraie forme de la voiture. Ok, et là de l'autre côté on peut voir c'est de la peinture. Voilà. Ouais, c'est peint directement sur la maquette. Ouais. Ok, et donc là par exemple vous êtes deux sur cette voiture. Toi, quel est ton boulot? Moi c'est comme Davy, c'est nettoyer la voiture pour qu'elle soit le plus
clean possible pour pouvoir se rendre compte et justement arriver à la peinture comme on peut le voir là, pour donner vraiment l'impression du véhicule fini de série, quoi. D'accord. Et là, par exemple, je vois que vous avez des petites bandes. Ouais, c'est du tape en fait, et ça nous permet de nous aider pour marquer des lignes. Par exemple, vous voyez sur cette ligne-là, on utilise souvent du tape pour faire des choses, pour être le plus précis possible en fait. Après, ça permet d'aligner, par exemple. Ouais, c'est ça, et de s'appuyer dessus. Et de s'appuyer dessus pour pas aller détériorer le volume qui se trouve en dessous. Donc, ouais. D'accord. Donc, par exemple, si vous voulez recreuser par exemple un petit peu, ça permet justement de ne pas creuser à cet endroit-là. Bah, voilà. Déjà, voilà, ça fait un appui, physique. On va travailler un volume, on va taper ce qui va représenter la ligne, et puis on va refaire le volume dessus. Par exemple, ça peut aussi, le designer il peut déterminer une modification si jamais il voulait descendre cette ligne, ou il va te le tracer au tape. Voilà, je ne le fais pas sur toute la voiture, mais il va. Et c'est ça souvent il va par exemple dire tiens, on descend cette ligne-là, donc il va te le mettre. Et c'est à toi de retravailler le volume. Donc, lui, il va mettre des tapes partout. S'il y a des changements de direction, par exemple, de ligne, il va le matérialiser avec du tape. Et nous, ensuite, on s'en resserre quand même pour travailler. Donc après, c'est à nous de remettre les lignes et d'interpréter ce que le designer a voulu faire. Okay. Et ça nous sert d'appui, quoi. Ok. Et donc là, par exemple, imaginons il descend la ligne, vous allez recreuser là, mais s'il la remonte, comment vous faites? Vous rajoutez de la matière? Je vois que vous aviez... après, ouais, si la remonte, par exemple, je vais rebosser, je vais remettre de la... Voilà, là, elle est chaude, elle est dans un four à environ 57 degrés. D'accord. Et je vais, je peux protéger, je remets un autre tape en dessous, et puis je vais venir... Juste la recoller, ok. Voilà. Normalement, oui, c'est quand même assez modelable. Alors voilà, on chauffe... Tant qu'elle est chaude, ouais. Voilà, celle-ci, on chauffe avec un décapeur thermique. On va venir l'appliquer. On va faire vraiment la forme au doigt. Toi, par exemple, si je veux remonter cette ligne, ensuite je vais rebosser, je vais retravailler ce volume-là. Okay. Je vais retracer, je vais remettre un tape pour m'appuyer dessus. Okay. Et donc, niveau outils, là, je vois qu'il y a quelques outils par terre. Bah, on a des outils de sculpteur, par exemple, là, on a des râteaux, il y a des dents dessus. D'accord. Ça va me permettre de dégrossir. On a aussi des surformes, des râpes. Et là, voilà, là, il y a des dents, c'est des mirettes, couteaux. Les clinquants, après, c'est des tôles en fait, de différentes épaisseurs et de formes qui vont servir justement à siliquer, à venir faire le volume. Et donc là, il y a des dents quand c'est pour dégrossir ou pour faire des choses. Au début, quand on fait vraiment du rough, on va plus vite, on utilise des dents. Okay. Et ensuite, on va venir vraiment avoir la forme finale et puis on peut s'appuyer. Et ça, on va pouvoir les prendre dans tous les... Tu vois. Okay, donc là, on voit qu'on enlève vraiment une très très fine couche. Voilà. Et donc, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous travaillez au 10e. Là, vraiment, si on est capable de contrôler sur les marbres, de contrôler avec des outils en 3D. Donc on a des Stiefelmeier qui sont capables, sur les 3 axes, de venir contrôler des points. Et surtout avec le relevé de points, en fait, on a des retours techniques sur les modifications. Ok, est-ce que vous me disiez que là, par exemple, le sol, tout est calibré, c'est un marbre. Voilà. Ensuite, on peut poser un appareil qui va venir mesurer point par point sur la carrosserie. Voilà. Généralement, la maquette, elle est sur des chandelles, ce qu'on appelle, donc elle est référencée sur le marbre. Ensuite, dans les passages de roue, il y a des trièdres, il y a des sortes de camemberts qui sont des références en X, Y, Z. On vient se palper dessus, se piger. Et ensuite, on est vraiment en référence. Si jamais l'ingénierie nous dit, par exemple, là, il faut rentrer, il faut être à X, il nous donne les coordonnées du point. Et on sait où on se trouve en 3D, en fait. On peut venir rechercher un point technique donné. Ok, parfait. Et là, à l'avant, par exemple, je vois que toi, tu es un petit peu dans le détail, là, cette fois-ci. Ouais, là, par exemple, on a des outils qui permettent de créer les jeux de différentes épaisseurs, en fait. Et ça permet de créer les jeux soit pour les ouvrants, soit les jeux fonctionnels. Là, par exemple, pour le capot, on voit que le jeu il est un peu plus gros. Et là, autour du logo, il est un peu plus petit parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Donc forcément, le jeu il est un peu différent. Et voilà, après, on utilise différents outils selon ce qu'on fait, en fait. Et là, par exemple, donc là, on voit que là, on a des lignes bien droites. Ça, c'est tracé à la main directement ou est-ce que vous avez des sortes de tampons Ces lignes-là, elles sont déjà tracées par la fraiseuse. Okay. Et après, souvent, tu peux voir, là, c'est pas bien défini. Après, nous, on vient soit avec le tape, soit directement avec un outil en dur type un réglé ou même avec du scotch alu pour venir s'appuyer dessus et pouvoir faire des lignes bien droites, quoi.
Ok, et la peinture, c'est vous qui vous en occupez aussi de ce côté-là ou c'est une équipe peinture? Après, c'est d'autres personnes qui s'en équipent, mais c'est en interne aussi. D'accord. Tout à fait. Ok, et donc de formation, donc toi, qu'est-ce que tu as fait pour finir à ce job? Moi, j'ai fait une formation de designer. Après, j'avais plus cette sensibilité sur la maquette, donc je me suis orienté sur la maquette. Là, ça fait pas très longtemps que j'ai intégré l'équipe Renault. Et avant, je faisais plus du dur, donc c'est plus la maquette qui suit en fait, qui suit la clé. Et donc voilà, moi j'ai toujours préféré avoir ce côté créatif aussi, donc c'est pour ça que la clé, c'est quelque chose qui me plaît pas. Okay. Ben, merci beaucoup messieurs, c'était très cool. J'espère que pas mal de monde ont appris pas mal de choses. Et puis, on va continuer cette visite, en savoir un petit peu plus sur tout le design de cette R5. Je suis par ici. De ce côté-là, on va discuter design de la création. Donc on peut voir qu'il y a des ordinateurs, du papier, et on va voir comment elle est partie de l'ancienne R5 jusqu'à ce nouveau modèle. Alors, on va rencontrer Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Les meilleurs prénoms, à ce qui paraît, on ne choisit pas. Je confirme. Alors, Nicolas, explique-moi un petit peu ce que tu fais à cet endroit-là, dans ce bureau ici. On peut voir qu'il y a une R5, on peut en voir une un petit peu plus grosse là-bas, mais comment ce projet a commencé et quelle était ta participation dessus? Alors en fait, le projet R5, il est né il y a 4 ans, dans une petite équipe du design Renault, où en fait on réfléchissait aux icônes de la marque Renault, icônes bien sûr du passé, mais icônes peut-être du futur. Donc quand on a réfléchi aux véhicules qui avaient vraiment marqué l'histoire de Renault, on est rapidement tombé d'accord sur le fait que la Renault 5 des années 70 c'était un peu un monument de notre histoire, et que c'était un véhicule hyper populaire, hyper moderne, vraiment dans son temps, dans son époque, et pour nous c'est assez naturel de la reconduire et d'en imaginer une transposition en mode électrique, donc d'en faire un véhicule contemporain. Donc en fait on a commencé déjà à regarder un petit peu comment elle était faite cette R5 de l'époque, quelles étaient ses caractéristiques. Notamment on voit qu'elle avait un profil assez particulier avec un rayon, donc c'est une silhouette très particulière. Elle avait une espèce de flanc très lisse, très horizontal, très simple, et puis elle avait surtout une bouille assez sympa, quoi. On voit que voilà, elle a un regard assez sympa. Elle avait aussi des pare-chocs en plastique, c'était assez inédit à l'époque, hein. C'était déjà une innovation. Et l'ensemble procurait finalement déjà un schéma assez moderne pour l'époque. Et en plus de ça, c'est une voiture qui avait des détails assez intéressants pour l'époque. On voit par exemple sur la custode arrière, il y avait une petite grille d'extraction d'air, les feux étaient alignés à la verticale, on avait des petites grilles sur le capot assez graphiques. On voit que le traitement des ailes, tout ça c'était assez beau. Et puis on avait le contraste de matériaux entre le bouclier et la carrosserie. Et tout ça c'était très novateur. Et puis bien sûr le regard qui était un regard assez sympa, assez amical en fait. Et donc on s'est dit ça peut être cool quand même de retraduire ça, d'essayer de retraduire mais sans copier-coller la R5 de l'époque. Il fallait la réinterpréter. On a fait le même job bien sûr à l'intérieur en regardant ce qui s'était fait. Il y avait des matériaux très cool, très modernes. Et puis il y avait aussi toutes les versions sportives, hein, dont la R5 Alpine qui a fait rêver beaucoup de gens. Et maintenant, on va être repris au final par Alpine sous un autre modèle, ouais. La 290, la Alpine ouais, A290, qui sort d'ailleurs bientôt. Oui, exact. À peu près en même temps que la nouvelle R5. Je crois que c'est un petit peu après l'Alpine. Je pense qu'il y aura un petit décalage, ouais. Donc en fait, quand on a fait tout ce travail d'analyse un peu de la R5, on a cherché aussi des inspirations de notre côté. On va voir un peu sur des blogs de design, on regarde un peu dans tous les domaines, dans la mode, etc. On s'inspire d'objets contemporains qui peuvent finalement raconter un peu l'histoire de la R5 de l'époque. Donc le côté un peu galet lisse, carré coin rond, très graphique, très simple. Et donc on s'inspire d'objets qui peuvent être des objets du passé, mais surtout des objets d'aujourd'hui ou de demain. Donc on voit par exemple ici, on voit des objets qui sont très très simples, très purs, où on va conjuguer des trames graphiques avec des matériaux souples, un peu chaleureux, ou par exemple ce hublot là qui est très géométrique et puis qui va venir générer une forme très douce. Ça, c'est des images par exemple qui peuvent être très inspirantes pour imaginer des formes ou des détails qu'on pourra intégrer sur notre véhicule.
De la même manière, si on regarde le magnétophone à bande ici, il est super beau. C'est un objet bien sûr du passé que plus personne n'utilise, mais il y a un côté, on pourrait imaginer une jante par exemple, la jante de la R5 Alpine Turbo d'ailleurs était un peu comme ça. Et donc nous on fait des parallèles entre le passé et ce qui pourrait devenir un objet de demain. Donc on travaille beaucoup avec des sources d'inspiration, aussi sur le plan graphique, pour tout ce qui est éclairage, etc. On regarde un peu ce qui pourrait être utile de réinterpréter. Et puis on commence à dessiner. Voilà, c'est là qu'on commence à chercher un peu des masses, des attitudes, un langage de forme, des détails graphiques. Donc on était une petite équipe, on était 3 designers à travailler sur ce sujet. Voilà, donc ça c'est vraiment des sketchs, les tout premiers sketchs. Voilà, on était vraiment un peu dans notre coin, un peu à l'écart. Personne ne venait nous embêter. On faisait un peu ce projet de manière libre et autonome, ce qui nous a permis vraiment d'explorer des voies différentes. On n'a pas trouvé la voiture du premier coup. On a d'abord cherché et ouvert le sujet avant de synthétiser et de converger. Alors ce qu'on fait beaucoup dans le design, c'est qu'on fait des mélanges. C'est-à-dire qu'un designer peut avoir une bonne idée d'ensemble et puis un autre designer peut apporter des éléments localement ou amener un détail particulier qui fait qu'on va enrichir l'objet. Donc on travaille beaucoup comme ça, donc on fait des planches de synthèse et après on commence à numériser. Donc on numérise vraiment avec des concepteurs numériques qui sont... Vous utilisez quoi comme logiciel pour ça? C'est quelque chose... Alors ça c'est Alias. Okay. Ça c'est Alias, c'est un logiciel hyper connu dans le domaine automobile, mais pas que. Mais il y a aussi d'autres logiciels qui sont arrivés depuis, qui sont beaucoup utilisés. Donc ça c'est, on voit vraiment les premiers jets en fait du véhicule. Donc on cherche d'abord des grandes lignes, des grandes masses, et puis progressivement on va injecter un petit peu plus de détails et de précision. Okay. J'avais une question. Ouais. Souvent, on voit, même sur tous les dessins, par exemple là, c'est toujours des très très grandes roues. Pourquoi on fixe des roues énormes à chaque fois? Alors, c'est toujours plus joli, on le sait même dans la vraie vie, mais pourquoi on ne se dit pas on fait avec la taille réelle des roues? Alors, en dessin, c'est vrai que les designers ont tendance toujours à faire un peu des caricatures de voitures. C'est-à-dire qu'on idéalise la voiture avec des roues aux 4 coins très grandes, des petites cabines, parce que c'est un peu l'expression de la sportivité et ça ramène un peu aux véhicules de sport très bas avec des grandes roues, même si bien sûr une R5 n'est pas comme ça. Mais après, quand on revient dans la réalité, c'est-à-dire par exemple ici, si on regarde les modèles numériques qui sont là, ils sont traités avec les vraies roues. C'est-à-dire qu'on fait bien sûr la démarche après de passer du dessin idéalisé à un objet qui, lui, est réaliste et qui va être faisable. Donc c'est tout l'exercice qu'on doit faire régulièrement. C'est la question que je me posais, parce qu'à chaque fois, on voit, c'est super beau. Moi aussi, j'adorerais qu'on puisse mettre des roues de 22 pouces partout, même sur des petites citadines. Mais bon, ce ne serait pas très confortable. Je crois que les gens du châssis n'apprécieraient pas vraiment. Ouais, et puis après, les très grandes roues, ça peut très bien marcher sur des gros véhicules, mais ça engendre aussi de la masse, etc. Donc tout ça, c'est des compromis qu'il faut trouver. Et est-ce que vous, en tant que designer, vous pensez aussi tout de suite à ça, aux masses, par exemple, aux masses non suspendues, ce genre de choses? Je dirais que c'est pas ça qui guide notre travail. Okay. Par contre, la masse des véhicules, c'est un sujet qu'on travaille bien sûr dans l'entreprise et dans toutes les entreprises automobiles. On doit se poser la question des masses, surtout avec l'électrification, puisque plus un véhicule est lourd, plus il a besoin d'autonomie, plus il a besoin de batterie, et plus son autonomie va être liée à ce rapport poids-batterie. Okay. Et donc pour en arriver à la version finale qu'on a vue aujourd'hui, il y a combien de temps à peu près avant que, donc là, elle nous est présentée à nous, mais vous l'aviez fini quand, cette version? Alors en fait, le premier prototype interne qu'on a fait, on l'a fait en 2019, et la voiture va sortir courant en 2024. Voilà. Sachant que le prototype qu'on a fait en interne, c'était pas encore quelque chose qui avait été décidé. En réalité, on a appuyé sur le bouton à l'arrivée de Luca De Meo, qui nous a dit, voilà, cette voiture orange, cette petite maquette orange qui est très sympa, je voudrais la voir dans la rue le plus vite possible. Donc dès qu'il est arrivé, en fait, on a permuté et on est passé dans un processus vraiment industriel où on a cherché à rendre la voiture faisable, bien sûr, avec un coût, bien sûr, qui puisse être performant pour les clients.
Ok, on a hâte de connaître le coût, on le connaîtra très bientôt également sur la chaîne. Merci en tout cas. Et enfin, je vois les tablettes, les grosses tablettes, ça, je sais que ça intrigue souvent les gens. Qu'est-ce qu'on y fait dessus? Par exemple, bon, en fait, moi je travaille beaucoup au papier. Je commence souvent à crayonner au papier, mais sur une tablette, en fait, on peut donc scanner ou prendre en photo une petite image et commencer à mettre de la couleur. Donc en fait, Photoshop nous permet de faire ça. On a des layers, des petits calques à l'infini, et puis on va pouvoir finalement sculpter, chercher des formes ou des détails à l'aide de cette tablette. Donc voilà, je vais pouvoir sculpter mes épaules, par exemple. Hein. Là, on voit, c'est juste en plus une photo qui a été prise. C'était sur un petit carnet. Je crois que j'ai dû même faire ça à la maison un soir. Et en fait, et on va pouvoir commencer à travailler les lumières, travailler les détails, etc. Et ça, je dirais que c'est notre quotidien en tant que designer, c'est de chercher des volumes et des formes en s'aidant de Photoshop. Alors ça, bien sûr, c'est un crowbar très vite fait, mais après, on peut faire des dessins un petit peu plus poussés, voilà. Ou alors, faire carrément des dessins vraiment qui sont beaucoup plus réalistes et qui vont intégrer davantage de détails. On va penser à toutes les découpes et on va commencer à rentrer vraiment dans le détail, notamment ce genre de choses là où on va commencer à penser à la grille à l'intérieur du DRL, etc. Et donc Photoshop permet même de zoomer autant qu'on veut pour vraiment amener du détail et être précis en fait. Donc, et ça, c'est avant la 3D? Ça se fait en parallèle de la 3D en fait. Le design, c'est vraiment un échange entre la recherche dessin et la transposition en volume. Donc il y a une première phase où on est vraiment tout seul à chercher des idées, mais très vite on doit convertir ces idées en quelque chose qui soit un objet physique, ou en tout cas un volume digital. Ok. Et avant que je passe à côté à votre collègue, donc là-bas c'est l'intérieur, est-ce qu'il faut d'abord avoir finalisé l'extérieur pour connaître l'intérieur, ou est-ce qu'on peut travailler les deux en même temps? On travaille les deux en même temps la plupart du temps. Il y a des interactions. Alors, la plupart du temps, on commence l'extérieur parce que finalement, c'est ce qui est défini, les grandes masses, les grandes proportions. Et dès qu'on a un peu figé ces proportions, l'intérieur, bien sûr, démarre tout de suite. Et après, c'est quand même une interaction inter-externe qui se fait tout au long du projet. Ok, bon merci beaucoup. J'espère que les gens ont appris un petit peu plus sur comment a été amené cette R5 en partant de peut-être ça au tout début à cette version quasiment finale, ou celle qu'on a vue qui se cache juste derrière ce mur. Et donc de ce côté-là, je rencontre Maxime qui lui s'occupe de l'intérieur. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors toi, donc on l'a pu voir à côté, c'était l'extérieur. Est-ce que tu travailles un petit peu de la même façon pour l'intérieur, ou est-ce que c'est différent? Est-ce que tu fais aussi du papier ou directement de l'ordinateur? Moi, je travaille presque exclusivement sur l'ordinateur directement. C'est un peu la différence. Chacun travaille comme il veut, en quelque sorte. Hein. Mais pour la création de cet intérieur, c'était un peu différent parce qu'on avait déjà un extérieur et on a commencé la même phase de convergence pour fabriquer la voiture en même temps. Donc on est vraiment parti de l'extérieur pour faire l'intérieur et on avait les mêmes buts en quelque sorte, c'est-à-dire faire quelque chose de très moderne, mais tout en rappelant l'ancienne dans quelques zones. Donc les quelques zones en question, par exemple, c'est les stries sur la planche de bord, dans cette zone-là, qui rappelle la première génération et la deuxième également. On a aussi l'architecture en deux layers comme ça de planches de bord, qui rappelle également la première génération et la deuxième, enfin surtout la deuxième. Et ensuite, on a ce grand écran là qui fait référence à la turbo avec les carrés coins ronds. Et puis, je ne pourrais pas vous le montrer sur le dessin, mais on a aussi le H des sièges, par exemple, qui rappelle également la turbo. Donc vous verrez sur l'intérieur les sièges en H, ainsi que la 3D sur les sièges là, qui sont très, très importantes. Ok, on a pensé, est-ce que quand on pense au design, on pense aussi au côté pratique, par exemple le côté sportif, le côté maintien, ou ça c'est une autre équipe encore qui s'en occupe? Non, c'est nous. Okay. Au global, on travaille ensemble. Bien sûr, on a des architectes, on a des ergonomes et ce genre de choses, on travaille ensemble, mais on y pense directement quand on fait la création de l'objet.
en général. Et par exemple, donc là, on est sur une version quasiment finale. À quoi ça ressemblait un petit peu les sketchs du début, s'il y en a, pour se faire une idée? Bon, alors, moi par exemple, je commence toujours à faire des tracés comme ça, là, et au fur et à mesure, je commence à colorier à l'intérieur et puis amener de la couleur dedans. Donc, je pars de ce genre de dessin-là, par exemple. Et on voit que là, sur Photoshop aussi, donc c'est quelque chose que tout le monde pourrait faire au final, si on a une tablette et Photoshop. Exactement, oui. Ok. Et quasiment tout le monde travaille sur Photoshop ou c'est pareil pour le design intérieur, il y a d'autres logiciels un petit peu plus spécifiques? Je pense que tout le monde travaille sur Photoshop, mais il y a maintenant de plus en plus, surtout la jeune génération qui arrive, travaille directement en 3D également. Ok. Donc avec Blender, par exemple, ce genre de choses. Et ça permet de créer les volumes, redessiner sur Photoshop et passer de l'un à l'autre. Okay. Donc on a différents outils comme ça, on a Alias, on a Blender. Parce qu'avec Blender, on peut faire les simulations de lumière, de réflexion, etc. Oui, tout à fait, ouais. Alors que Photoshop, on ne peut pas le faire. Photoshop, c'est du dessin. C'est à la main. C'est du dessin, voilà. exactement. Il faut se l'imaginer. Et donc là, par exemple, on peut avoir une simulation 3D ici, pour se faire une idée. Et donc on peut voir à l'extérieur et autres. Et ça donne, on peut choisir, il me semble, l'éclairage, l'extérieur, la météo qui fait, où se positionne le soleil. Ça permet d'avoir vraiment les reflets, même sur l'intérieur. Tout à fait, tout à fait. Et on passe surtout de l'intérieur à l'extérieur. J'aimerais bien vous le montrer, mais je peux malheureusement pas. Et qui est-ce qui guide ces lignes un petit peu de ce que vous devez faire? Est-ce que c'est vous deux, donc pour l'extérieur et l'intérieur, vous dites ok, c'est nous qui décidons, ça va ressembler à ça, ou est-ce qu'il y a d'autres équipes ou quelqu'un au-dessus qui vous guide un petit peu? On a différentes instances dans lesquelles, par exemple déjà, on a des objectifs à la base qui nous sont donnés directement par Lucas, qui est de faire un intérieur très moderne, mais faire référence à garder peut-être 3 à 4 éléments du passé qui rappelleront vraiment la voiture. Donc ça, c'est des inputs qu'on a dès le début du projet. Et sinon, nous, on fait des concours en général. Donc tous les designers font des propositions. Et après, il y a une personne qui continue, ou deux maximum. Et puis, ils font l'intérieur. Et il y a des revues très régulières avec les responsables du design, dont Gilles, par exemple. Okay. Et qui nous guide aussi également dans les choix à faire sur les intérieurs. Oui. Ok, bon bah super, merci beaucoup, puis j'espère que vous avez découvert encore un petit peu sur l'intérieur. Bon, cette fois-ci je suis avec Paola. Bonjour Paola. Bonjour. Merci de nous faire une petite interview et nous décrire un petit peu cette voiture. Donc on va rentrer dans cette nouvelle R5 que vous avez un petit peu supervisé, si j'ai bien compris. Et oui, un petit peu, oui. L'extérieur, l'inter, le couleur matière. Ok, et donc on va passer avec vous pour passer sur l'intérieur, parce que vous avez plein de choses à nous dire. J'ai bien aimé le petit truc du rouge à lèvres. On va voir ça en vrai juste après. Et Gilles nous parlera de l'extérieur. C'est parti, on se retrouve à l'intérieur? On y va. Allez. Bon, nous voici ici à l'intérieur avec Paola. Bon, Paola, qu'est-ce qui s'est passé dans l'intérieur de cette voiture? Parce que là, on peut voir en face de nous, il y a quand même toute l'histoire de la R5, avec une des toutes premières là-bas. Qu'est-ce qui vous a inspiré en fait sur les anciennes et qui a été retransmis à l'intérieur? Alors, en effet, déjà, le premier aspect, c'est qu'on avait une show-car qu'on a interprétée on a évolué et fait cette voiture qu'aujourd'hui on est installée. Mais pour l'inter, on avait une feuille blanche. Donc on a décidé finalement de faire exactement la même approche que pour l'extérieur. Donc on a regardé tous les détails qui restent dans la mémoire collective je dirais toute l'Europe, même du monde entier, parce qu'on a vendu quand même 5,5 millions des Renault 5. Et on les a réinterprétés, toujours de cette manière, et je dirais très moderne et futuriste presque. Donc important aussi, message, on n'a pas voulu créer une voiture vintage. D'ailleurs, si vous prenez n'importe quel close-up, n'importe quel détail de cette voiture, il n'y a aucune qui fait design vintage. Bien au contraire, on a voulu faire une voiture rétro-futuriste. Alors, si on parle des détails, plus précisément, qu'est-ce qu'on a fait dans cet intérieur? Bon, premièrement, on voit les lignes de la planche de bord. Donc, c'est exactement les mêmes lignes qu'on retrouve sur la R5, mais cette fois, on l'a fait avec de la mousse et du dounet pour avoir cet effet soft, en effet. Ça, ce sera sur
toutes les versions ou est-ce qu'il y aura des versions un peu plus simples en plastique avec quand même les lignes qui sont inspirées? Alors, dans les premiers niveaux de la montée en gamme, on est en injecté, mais on a travaillé une texture à petits carrés pour continuer un peu le même langage de cet intérieur. Et extrêmement innovante parce qu'on les voit en blanc, que c'est assez rare dans les intérieurs. Ensuite, et pour la version techno, oui, on a les jeans avec les lignes et également du dounet et après en cuir synthétique pour la version Iconic 5. Donc oui, on a voulu garder, au moins pour tout niveau, ce côté cocoon, ce côté doux de la voiture. Ok, et là je vois un petit truc, ça, là, le petit panier à baguette qui est assez original parce que c'est vrai que chez nous, en France, la baguette c'est quand même très très culte. Et donc c'est du vrai osier. En effet, c'est pas seulement des vrais osiers, c'est que c'est un objet qui me tient vraiment à cœur parce qu'on a travaillé avec une artisane française qui travaille pour des marques de luxe, donc elle fait évidemment tout à la main. Et on a travaillé pour trouver les bonnes pas, et les bons tressages, et la bonne proportion. C'était un vrai travail avec plusieurs disciplines. Et ça mélange, cet objet, c'est un mélange voilà, c'est une voiture made in France. Et on a travaillé avec l'artisanat française pour créer ce type d'objet vraiment étonnant pour un intérieur de voiture. Surtout qu'on intègre de l'osier pour un intérieur des voitures. C'est assez étonnant. Complètement. Et donc il va y avoir plein de petites choses, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses travaillées sur l'intérieur. Là, on peut voir des petits dessins de R5, on a le chargeur ici, on peut avoir des petites boîtes aussi qui vont venir se mettre à cet endroit-là avec des nouveaux designs. Accessoires. En effet, vous voulez que je vous montre? Allez. Alors. Parce qu'on aime bien tout découvrir sur la chaîne. D'ailleurs, on a par exemple des accessoires plus pratiques. Ok, donc il se glisse au fond. Voilà, moi dans les feux, des fois j'y profite pour me maquiller. Voilà, les filles si ça vous intéresse. Voilà, ou messieurs pour madame, en petit cadeau. Voilà. Ensuite, on a aussi pour des petits objets, on pourra également introduire des boîtes. Donc on peut laisser des sauces au fond et ensuite avoir des boîtes avec la couverture. Ok, donc oui, ça c'est des boîtes, on peut juste les poser avec le petit rappel ici, 1972, voilà. L'année... Le côté historique, c'est l'année de la première R5, mais après on a un autre type de pattern comme les 5, ou également, après on va pouvoir jouer aussi avec les couleurs. Donc ici on a par exemple la boîte. Ça c'est des choix qui pourront évoluer petit à petit avec les années et en avoir de plus en plus. En fait, déjà, aujourd'hui, on a multiples accessoires grâce à la technologie 3D print, mais ensuite, évidemment, l'idée, c'est de continuer à les créer. On a aussi les côtés, si je peux me permettre, bandes dessinées. Vous vous souvenez quand on avait les bandes dessinées, la R5 avec son, comment ça s'appelle en français? Un balai. Un balai, merci. Donc, la sorcière avec son balai. On a aussi les corps des années 80. Avec I Love R5. Donc on a énormément d'accessoires en 3D print. Après, on a également les e-shifters qu'on va pouvoir personnaliser. Donc ça c'est pour passer les rapports, donc passer en drive ou en reculé, etc. Ok, donc ça c'est qui a évolué. Donc ça c'est apparu sur la Mégane, il me semble, de cette façon. Exactement, mais on a redessiné l'objet pour le rendre encore une fois plus design produit, plus mobilier. Et si je me permettre, on a quand même aussi des références et d'influences de la cosmétique. Ok, très intéressant. Et enfin, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose. Et même cette petite partie ici, qui est très jolie avec le logo, qui est également nouveau, puisqu'avant il n'y avait pas ça. Là, c'est reculé. Les pédales, et après on monte vers l'arrière, et il y a la R qui va sortir. Et après, à l'inverse, pour avancer. Ok, et le parking, parce que là, je ne vois pas le P, alors peut-être que c'est une version de pré-série. Non, parce que ça, c'est effectivement, ça, c'est un prototype, c'est dès les premières voitures qu'on a préparées pour les salons. Donc, la voiture, elle n'est pas encore 100%, ça, c'est un mode pour les salons. Ok, donc là, on retrouve un volant un petit peu comme sur la Mégane également, qu'on retrouve sur les nouvelles voitures. Effectivement. Et une nouvelle partie à cet endroit-là, avec, on peut voir, du 100% digital.
Alors oui, là, c'est assez curieux parce que vous vous souvenez des compteurs ronds à l'époque à l'intérieur d'une boîte carrée en plastique. Donc finalement, on a voulu faire cette interprétation avec les carrés arrondis, mais cette fois-ci évidemment avec des écrans super high-tech. Donc c'est l'évolution qui nous amène cette voiture vers le futur. Ok, on peut voir là même sur le dessus des sortes de petites touches, un petit peu comme un poste un peu vintage. C'est très agréable. Par contre, une très bonne chose, vous avez pensé à garder des vraies touches, parce qu'on n'aime pas quand c'est tout tactile et c'est quand même beaucoup plus pratique. En effet, c'est beaucoup plus pratique quand on a quelques touches. Et on peut parler aussi du plafond. Alors à l'époque, on avait également un espèce d'embossage avec un pattern. Et nous, on a voulu jouer, intégrer les carrés qu'on retrouve partout de la voiture en capitonnage. Donc finalement, les feelings intérieurs, c'est vraiment mobilier. On se sent accueilli par la planche de Dounet, par les capitonnages dans les plafonds, évidemment les sièges. Alors les sièges qui nous amènent au turbo. C'est vrai qu'on a vraiment cette inspiration avec le H qu'on retrouve et des sièges qui maintiennent énormément. Ça pourrait limite être une petite voiture de sport avec un côté un poil plus dynamique qu'on aimerait. On a hâte d'essayer cette voiture parce que moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner vraiment, comment ça va bouger. Et ce petit côté électrique, centre de gravité très bas. J'ai hâte. Je vais vous dire qu'elle est très nerveuse. Et il y aura même, pour ceux qui souhaitent, même la version Alpine qui reprendra la même base. Tout à fait, la marque Alpine. Et en version encore plus sportive. Ça aussi, on l'essayera normalement. Je pense d'ici la fin de l'année à peu près, il me semble que la version Alpine sort après la R5. Tout à fait, je vous confirme. Bon, parfait. En tout cas, c'est très joli. Et on peut voir qu'il y a plein de petits détails, le Renault, etc. ici. Merci en tout cas. D'autres petites choses, particularités sur cette voiture qui vous tiennent à cœur? Ah, qui me tient à cœur. Alors, je pense que toute la voiture elle-même, je pense que me tient à cœur les émotions qu'elle transmet. Et les émotions qu'on a vécues en interne, c'est assez incroyable comme on a fait un osmose entre les différents départements, donc ingénierie, des fois on n'a pas la même vision des choses, ou produits. Donc on a créé une espèce d'osmose entre tous les départements parce qu'on avait tous les mêmes objectifs et les mêmes émotions. Quand on parle d'émotions, c'est tous les gens qui ont vécu cette voiture. Moi-même, je vais appris à conduire avec la voiture, la Super 5 de mon grand-père. Donc on a eu tous beaucoup de vécu avec cette voiture. Et après, comment on l'a transformée tous ensemble pour l'amener vers une voiture extrêmement moderne. Mais c'est l'émotion. Ça contient toutes les émotions, du passé, du présent et du futur. Et ça, c'est une force énorme. C'est vrai. Et puis, la Renault 5, donc, c'est quelque chose de mythique. Tout le monde a connu. Et enfin, on peut les voir là, c'est resté un paquet d'années. On en voit encore quelques-unes sur la route de temps en temps. Des fois en très bon état. Et même, ça commence à prendre beaucoup de cotes de nos jours. Exactement, j'ai compris. Une voiture qui monte petit à petit pour les gens qui aiment ça. Il ne faut pas tarder à en acheter une pour ceux qui en veulent une. Ou sinon, il faudra prendre la nouvelle. Oui, en effet. Super, merci Paola en tout Enchantée. cas. Et puis on va faire le tour de l'extérieur maintenant avec Gilles. Alors cette fois-ci, je suis avec Gilles. Merci Gilles de nous parler ça extérieur. C'est un plaisir. Toujours content de te voir. Qu'est-ce que tu fais toi chez Renault exactement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors chez Renault, je suis directeur du design de la marque Renault. Donc on s'occupe de tous les modèles, que ce soit ces petites voitures-là, les grosses, les utilitaires, tout ce qu'on peut voir aussi à l'international, de l'Inde jusqu'au Brésil. L'extérieur, l'intérieur, les couleurs et matériaux, tout ce qui se passe dans les écrans. Voilà, on fait tout ce que le client peut voir, percevoir, expérimenter avec nos voitures. D'accord, et ensuite donc, tu as des équipes petit à petit qui font segment par segment. Et... Plein de spécialistes dans toutes les disciplines. Ouais. Ok, ça doit être super intéressant de voir vraiment toute la gamme de chez Renault. C'est foisonnant même, on peut dire. J'imagine. En plus, il y a pas mal d'actualités. Je pense que tu ne dois pas t'ennuyer. On ne s'ennuie pas. Et voilà, le premier grand lancement de cette année, c'est celle-ci. Mais il y en a encore de nombreux à venir. Ah, on a hâte de voir ça. On se revoit. Bon. Tu m'emmènes découvrir un petit peu tout ça. Je reprends la caméra à la main et tu m'expliques un petit peu sur ce... Vous avez travaillé? C'est parti. Au top. Alors, je te laisse me parler de cette voiture. Alors cette voiture, l'enjeu, c'était... on a montré un concept car déjà il y a pas mal de temps maintenant, tout début 2021, avec la promesse qu'a fait notre grand patron, Luca De Meo, et donc on a tenu, j'espère, de la mettre telle quelle en production. Voilà, ça, c'est ce qu'on va mettre en production. Donc gros challenge, et ça passe par déjà avoir les bonnes proportions.
C'est un concept car qui est assez réaliste, hein, ce qu'on a montré il y a 3 ans. Mais quand même, c'est un concept car, et donc avoir les bonnes proportions quand on a voilà, une épaisseur de batterie dans le plancher, quand il faut entrer des vrais humains à l'intérieur et il faut commencer à s'occuper un peu sérieusement de l'architecture de la voiture. Et donc on a, avec nos amis de l'ingénierie, négocié, travaillé pour mettre des roues de bon diamètre, faire des porte-à-faux assez courts, dans une voiture déjà elle-même assez courte, et packager tout ça, si je puis dire, dans quelque chose qui a du sens, de l'habitabilité, des bonnes prestations. Donc les proportions, on voit qu'elle est plus haute que le concept car, mais il a fallu retrouver l'attractivité au premier coup d'œil par les proportions. Puis ensuite, c'est tout un tas d'éléments. Alors, c'est un exercice rétro-futuriste, si on peut l'expliquer comme ça. Et donc, il y a tout un tas d'éléments de reconnaissance de l'esprit 5. Et je parle d'esprit 5 parce qu'on ne s'est pas juste inspiré ou on n'a pas juste été guidé plutôt par la première Renault 5 de 72. Quand on demande aux gens dans la rue, pour vous, c'est quoi une Renault 5 ? C'est plutôt dans la mémoire collective des morceaux de Renault 5, de Super 5 et de Turbo. Tout le monde se rappelle des ailes, par exemple, de la Turbo, ultra musclée, avec une voiture super bien posée sur la route. Mais les gens se rappellent aussi des yeux un peu pétillants de la première Renault 5 et peut-être de la rondeur et de la simplicité de la première Renault 5. Et puis la Super 5, plus années 80, elle est un peu plus structurée, elle a des feux arrière tout en longueur, elle a un design plus, j'ai presque envie de dire, un peu à la Apple, quoi, simple, un peu extrudé comme ça. Et en fait, les gens se rappellent de plein d'éléments, plein d'ingrédients de ces 3 voitures, en fait. C'est pas une voiture dans la mémoire collective. Et donc, c'est ce qu'on est allé chercher, finalement, avec des yeux un peu pétillants, justement, comme la première 5. Pour ceux qui se rappellent, hein, quand elle a été lancée, elles ont envahi les rues de Paris. Donc, il y a eu une pirouette marketing incroyable où, dans certaines rues de Paris, ils en ont garé plein à la queue leu-leu, comme ça, avec des yeux de dessin animé peints sur les phares. D'accord. Donc pour les années 70, c'était quand même un truc marketing incroyable de faire ça. Donc là, on a un petit peu ce rappel là, avec donc, cette partie LED au centre. Comme un peu dans les dessins animés, un reflet blanc dans l'œil pour le faire briller. On a ce truc-là. Et puis en bas, il y a des anti-brouillards sur les Super 5 et les turbos. Bien, ça devient la signature lumineuse de jour. Donc c'est pas la même fonction qu'à l'époque, évidemment. Mais c'est là qu'on a ce rappel, hein, puisqu'on se souvient souvent des Renault 5 avec les phares et les rectangles anti-brouillard en dessous. Et c'est cet ensemble de 4 éléments qui fait souvent la signature de beaucoup de versions de la 5 et de la Super 5, les deux. C'est un peu ce qu'on a retrouvé ici. Et puis sur le capot, il y avait une grille pour aérer, pour évacuer l'air chaud. Alors évidemment, on n'a pas besoin de ça sur une voiture électrique, mais c'est un élément graphique qui signe un peu les Renault 5. Et là, l'idée, c'était de faire un display, un affichage en fait, sur la charge de la voiture. Donc, on voit ce 5 là, avec 5 barres justement de 20%. Et ça, quand on recharge, ça s'allume par tranche de 20%. Et c'est intéressant parce que, bien sûr, sur mon smartphone, j'ai une info plus précise même que des tranches de 20% sur la recharge de ma voiture. Mais ce qui est intéressant, c'est que la voiture s'exprime par elle-même. Elle est vivante, elle me dit où elle en est de son statut de recharge. Donc c'est ces petites choses finalement qui font le piment, un peu le plaisir à l'usage, le fait que ma voiture, elle s'exprime, c'est quand même assez sympa. Et puis si on continue à faire le tour, il y a un peu ce dessin là, d'aile avant qu'on voit sur la 5 et sur la turbo en plus musclé. Et puis à l'arrière, évidemment, la musculature, l'aile arrière ultra sculptée, ultra posée de la turbo. Alors c'est beaucoup moins violent que sur une turbo évidemment, mais quand même il y a ce côté un peu sculpté, un peu musclé. Et d'ailleurs le feu arrière, qui lui est un peu plus Super 5 quelque part, un peu plus vertical et allongé que sur la première 5 où c'était un tout petit rectangle, on s'est autorisé à le transformer avec l'épaule justement. Donc on a percuté la turbo et la 5 pour créer ce nouveau feu arrière. Ça enlève un petit peu la petite grille qu'il y avait finalement sur le haut, qui au final reprolonge. Qui se retrouve là-dedans. Et puis au passage, c'est intéressant, la face arrière, une Renault 5, l'esprit Renault 5, c'est des coins arrondis évidemment. Mais ça, en aérodynamique, c'est pas génial. Et donc il a fallu composer avec tout ça. Et d'où l'apparition de ces lames verticales qui sont sculptées dans la transparence du feu finalement. Donc on peut le voir vraiment ce motif 3D. Voilà, et donc là on crée une arête, exactement, on crée une arête qui décolle proprement le flux d'air, donc qui est très bonne en aérodynamique. Mais, ce qu'on voit à l'œil, c'est ces horizontales qui définissent comme ça un coin arrondi
alors que le coin, finalement, il est vif, il fait une bonne aérodynamique. Alors on retrouve un peu le même principe avec une arête vive ici, tout le toit évidemment. Donc on a travaillé tout l'arrière pour que ça ait encore le look d'une 5, le feeling d'une 5 finalement au premier coup d'œil, mais avec des bonnes pratiques aérodynamiques parce que sur une électrique, l'aérodynamique c'est important. C'est un gage d'autonomie. Si grâce à toutes ces bonnes solutions sur la face arrière, on permet de gagner 10, 15 km d'autonomie, c'est énorme en fait. Complètement. C'est énorme. Ok, parce que oui, on s'imagine souvent aussi que le rond, ça peut être bien, mais le rond, en fait, c'est comme la goutte d'eau. Sur l'avant, autant c'est bien pour l'aérodynamisme, mais par contre, sur l'arrière, c'est fuyant pour pas qu'il y ait trop de turbulence. Exactement. Et alors, idéalement, c'est fuyant jusqu'au bout de la goutte d'eau, jusqu'à la pointe, mais quand on coupe la voiture, là, il faut justement avoir une arête vive, idéalement sur toute la périphérie arrière de la voiture. Alors évidemment, on ne va pas faire ça sur une Renault 5, mais au maximum, on a activé des bonnes pratiques un peu partout pour avoir cette bonne performance aérodynamique. Et puis un autre élément qui est intéressant, c'est que sur la première Renault 5, il y avait une petite gouttière chromée d'ailleurs qui démarrait vers le rétroviseur là-bas, qui courait comme ça tout le long du toit. Sur la turbo, c'était complété par un béquet assez saillant. Mais ce liseré rouge là qu'on voit tourner tout autour, c'est un élément aussi de reconnaissance Renault 5. Et on peut imaginer que toutes ces petites Renault 5, demain, dans les rues, dans les villes, sur les routes, au premier coup d'œil, on va les reconnaître parce qu'il y aura cette ligne. Alors, elle ne sera pas tout le temps rouge, il y a d'autres couleurs dans la gamme disponible, évidemment. Mais ce sera un élément de reconnaissance assez évident de très loin, il y a une 5 qui passe. Voilà, ce sont des trucs esthétiques qui font que la voiture a de la présence, a du charisme, a du caractère et se reconnaît, est émergente dans le paysage automobile finalement. Okay. Là, je pense qu'il y a énormément de points sur cette voiture au final qui va faire qu'elle sera très très reconnaissable. Autant, c'est vrai que la petite grille sur le capot, les feux avant qui sont quand même assez inédits comme forme, avec une sorte de forme un petit peu... ça fait quand même un petit pli à l'avant. Souvent, c'est un bloc, mais on a rarement des parties qui redescendent comme ça. C'est vrai. Et cette partie carrée, ça c'est pareil, c'est quelque chose, c'est la première fois que j'en vois de carré. On aurait peut-être pu avoir le logo Renault en illuminé. Alors, on l'a fait sur le concept car. Exactement. Dans le timing de ce projet, ce n'était pas encore autorisé par la réglementation européenne. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on verra sur la Renault 4. C'est ce qu'on a dit quand on a présenté d'ailleurs le concept de Renault 4 il y a quelques temps. Donc là, c'était dans le bon timing pour illuminer le logo. Donc ça arrivera chez Renault, c'est clair, sur les Renault électriques, en tout cas au moins. Mais là, on n'a pas eu dans le timing du projet, c'était pas faisable en termes d'homologation. Okay. C'est pas exclu que le jour où on fait le facelift de cette voiture, ça devienne lumineux, pourquoi pas. Ok, mais en tout cas, très belle voiture. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. Je trouve que cette Renault 5, elle garde vraiment ce qu'on retrouvait à l'époque, mais en même temps, elle a ce côté moderne et qui va très bien. Et c'est assez rare qu'on retrouve une voiture de série si proche que ça du concept. Parce qu'au final, là, elle est quand même très très proche. On voit pas tant de différence que ça. C'est vrai, il y a peu de différence. Alors, il y a des choses spectaculaires comme le Renault illuminé ou des choses comme ça qu'on ne peut pas faire réellement dans la vraie vie industrielle et réglementaire. Mais je pense que voilà, on a eu cette obsession de mettre le concept car sur la route. On a même mis au point, amélioré certaines zones de la voiture. On a réussi aussi à mettre les jantes du concept car en production, qui n'étaient pas idéales en aérodynamique, donc on les a travaillé énormément aussi pour les optimiser de ce point de vue-là. Mais jusque dans les jantes, on a réussi à mettre en production. C'est vrai que c'est assez rare, donc on n'est pas mécontent de notre petit projet. J'imagine. Très beau boulot en tout cas. On a hâte de les voir rouler sur la route et de les essayer pour faire un retour à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci beaucoup Gilles. Merci, c'est un plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Voici à quoi ressemblait à l'époque le système de vitesse. Maintenant, ça va ressembler à ça. Donc, grosse évolution. Voilà l'animation sonore qu'il y aura lorsque vous allez démarrer et le compteur ressemblera à ça. À l'intérieur, on peut le voir, ça a bien évolué. Donc on a déjà quelques bases sur Rafale et Scénic qu'on va bientôt vous présenter. Les compteurs et les lettrages seront vraiment spécifiques à cette voiture comme vous pouvez le voir. On a toujours les 28 degrés pour rappeler le logo. Les animations ici qui sont quand même assez dynamiques. On aura bien sûr l'écran avec la navigation, la musique, les aides à la conduite et quelque chose de plus simple également et qui sera moins lumineux pour les yeux. Et là, quelque chose de simple aussi pour connaître
ses consommations. Là, on peut voir que chaque voiture a sa couleur. Donc ça, ce sera également un avantage. Donc toujours les 28 degrés un petit peu partout. Jaune, vert, noir, blanc et bleu. Donc toutes les couleurs de Renault 5. On aura plusieurs modes. Donc on aura le mode confort, sport, éco et perso. Donc pareil, hein, on aura bien la couleur de sa voiture à chaque fois. Et ça, je trouve ça quand même assez stylé avec des interfaces spécifiques et dédiées. Comme on peut le voir, par exemple, ce sera quelque chose d'un peu plus dynamique sur le sport et quelque chose de plus simple sur l'éco et perso. Vous pourrez personnaliser. On pourra personnaliser également plein de choses. On aura 8 thèmes à l'intérieur avec des couleurs un petit peu différentes. Ça, je vous le remontrerai plus en détail. Et là, on peut le voir, les 8 couleurs. Et on aura plus d'une quarantaine de couleurs au niveau de la personnalisation pour l'éclairage à l'intérieur. Là, on peut le voir sur les compteurs en plus grand. Voilà ce que vous aurez derrière le volant. Et ce qu'il y aura dans les menus sur l'écran à droite. Donc ça, c'était le compteur derrière le volant. Et ça, c'est l'écran principal multimédia. Également de ce côté-là, donc pour la charge sur la gauche, on aura quand même donc ce qu'on vous a montré là sur le capot pour connaître sa charge et là plus précisément avec son autonomie réelle. Bien sûr, toujours les planificateurs. Les menus ressembleront à ça. On aura donc les aides à conduite, tout ce qu'on pourra bien sûr personnaliser également. Le compteur à gauche et également des infos à droite, toujours le safety score, etc. Comment vous avez conduit, est-ce que vous avez été bien économique ou pas. Google Maps est toujours intégré à l'intérieur, ça c'est une bonne chose, c'est toujours un petit peu en collaboration avec Google et on aura même d'autres choses, je vous montre juste après. Songpop, c'est si vous voulez chanter en voiture. Et à droite, comme vous pouvez le voir, on aura Waze d'intégrer directement. Ça, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes plutôt utilisateur de GPS de voiture ou plutôt Maps ou Waze comme ça, mais le fait que ce soit intégré serait une bonne chose. Et là, ça ressemblera à ça, le menu. Ensuite, vous pourrez rentrer. Et là, est-ce que vous voyez le petit bonhomme qui vous parle ? Ici, ce sera le copain Renault, vous l'appellerez comme vous voulez. Ce sera votre assistant vocal qui pourra faire tout ce que vous souhaitez. Et voilà, c'était beau, hein ? Bon, comme on a pu le voir aujourd'hui dans les locaux de Renault ici à Guyancourt, c'est là où ils designent tout, où ils fabriquent tout. On a pu voir certains bureaux, mais il y a énormément de choses ici où tout le monde travaille. Bon, là on peut voir, on avait la première, là on a eu le concept que vous avez vu, et là la version finale. Et bien franchement, au premier coup d'œil, on ne verrait pas la différence quasiment entre ces deux versions. J'ai très hâte de vous faire l'essai de cette voiture sur route. Ça devrait se passer hein, d'ici l'été, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Parce que de ce qu'on m'a dit, ça allait être très intéressant. J'espère qu'ils nous mettront une baguette dans le petit panier en osier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à mettre dans les commentaires. Et d'ailleurs, la partie que vous avez préférée, si ça vous tente, on essaiera de refaire ça avec d'autres modèles. Et puis, on s'entend quand même plutôt bien avec Renault, donc pourquoi pas. Merci encore à tous les intervenants. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!